Avec votre apport et votre accord, très chers téléspectateurs, nous accueillons ces nombreux invités. Je voudrais dire ce panel qui affiche déjà complet. Professeur Mathias Enrico Wenengini, bonjour. Bonjour Monsieur Aïssi et bonjour aux téléspectateurs. Vous êtes enseignant d'université, vous êtes politologue, vous êtes vice-recteur de l'université de Yaoundé 2. Je vous accueille avec cette actualité au Bénin. Ça ne va pas, une crise pratiquement politique. L'on parle de coup d'État. Ce Bénin, pourtant, que l'on commençait à prendre comme étant un exemple de démocratie en Afrique. Le regard du politologue. Oui, ce matin, il y a un groupe de militaires qui serait conduit par le lieutenant-colonel Tigri, qui a annoncé avoir fait un coup d'État. Mais de l'autre côté, les loyalistes, la garde républicaine, estiment que la situation est maîtrisée. La situation demeure quand même un peu confuse. Cela traduit en fait la fragilité des démocratisations africaines, parce que dans ces expériences démocratiques, il y a un élément fondamental de consolidation de la démocratie qui n'existe pas. C'est ce qu'on pourrait appeler le coussin économique. Les démocraties du pauvre, généralement, sont très fragiles. C'est une énorme déception. Oui, ça peut être perçu comme une déception. C'est en fait l'indication de la complexité des trajectoires africaines où, en dépit de la multiplicité des modèles politiques qui sont appliqués, vraiment, on ne voit pas de solution pertinente dans la durée. Est-ce qu'il faut entendre par là, sur une autre vision, que le calme apparent dans un État n'est pas toujours synonyme de démocratie? Ce n'est pas simplement la question de la démocratie qui est en jeu. C'est d'abord la question de la solidité des ordres politiques des États. Et puis c'est aussi la question de leurs bases économiques. En fait, il n'y a pas, sans que ce soit du déterminisme unilatéral, il n'y a pas de politique solide sans structures économiques solides. De la même manière, il n'y a pas d'économie solide sans structure politique solide. Merci, et nous sommes toujours, pour finir, nous sommes toujours confrontés en Afrique à cette question. C'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup d'humilité par rapport aux dynamiques politiques qu'il y a dans tel ou tel pays. Aucun pays, en fait, n'est à l'abri. Aucun pays n'est en fait à l'abri. Je vais volontairement éviter de citer certains autres pays. Mais en face de vous, avec votre permission, on accueille Chantal Roger-Tuilé. Bonjour. Bonjour, monsieur ici. Je souligne que vous êtes un homme politique bien connu au Cameroun. Vous êtes le président national du parti Debout le Cameroun. Oui, Debout le Cameroun, légalisé en 2015, qui a, avec des fortunes diverses, présenté sa candidature aux dernières élections présidentielles. Je suppose que c'est un des thèmes à l'ordre du jour, je ne vais pas empiéter. Donc, oui, je suis très heureux d'être là. Vous savez, le président Biya a dit qu'il aimerait être retenu par l'histoire comme l'homme qui a apporté la démocratie et le progrès. Et la prospérité. Pour le progrès et la prospérité, je crois qu'on attendra 2035 pour ceux qui vivront jusqu'à là. Pour la démocratie, si ça veut dire gueule toujours, alors gueulons. Merci pour l'invitation. Ça, c'est du Chantal Roger-Tuilé. Merci également d'être là ce matin. En face de vous, nous accueillons un économiste et un acteur de la société civile. Il s'agit de Joseph-Marie Elundou. Bonjour. Bonjour, parfait ici. Merci pour l'invitation. Merci également d'être là. En face de vous, nous accueillons celui-là qui reste le guide du mouvement Jouvence. Lui, c'est Valère Bessala. Valère, bonjour. Bonjour, monsieur Baffa, ici et toi. Bonjour à vos millions de téléspectateurs et téléauditeurs aussi. Bonjour à mes copanélistes ici présents que j'ai le plaisir de retrouver, et deux figures qui ne me sont pas très familières sur les plateaux, du moins que je n'ai pas encore eu à côtoyer, et que vous aurez certainement le plaisir de présenter. Tout à fait. Je suis toujours ravi de répondre par l'affirmative chaque fois que vous me faites le plaisir d'une invitation. Merci Valère. En face de vous, nous accueillons Maître Thierry Atangana. Bonjour Maître et bienvenue au programme. Bonjour monsieur Perfaïssi, bonjour à ces autres panélistes, bonjour à tous vos millions de téléspectateurs. C'est un immense plaisir qui me choisit d'être là. Et je suis d'autant plus ravi parce que je vois en face de moi des personnalités qui ont toujours été pour moi comme le modèle. Je parle de monsieur Chantal
Roger Tuile par exemple, je vois M. Roger Bessala, je vois le professeur Valère Bessala. Valère Bessala, je vois le professeur Owanangini. Donc vraiment, je suis très heureux. J'espère que je serai à la hauteur, n'est-ce pas, de toute cette intelligence. Maître Thierry Atangana est expert judiciaire assermenté en matière criminelle. Votre expertise nous sera d'un précieux apport lorsque nous parlerons d'un sujet précis dans le cadre justement de ce débat dominical. Le dernier invité que nous accueillons, pas dernier en termes de notes, mais c'est le dernier que nous accueillons, c'est Dr Mbok. Bonjour docteur et bienvenue au programme. Bonjour, parfait. Bonjour à mes co-discutants. Et merci pour l'invitation. Quand j'ai vu l'affiche, j'ai pris mon calepin, j'ai pris mon stylo, parce que je sais que je vais encore apprendre quelque chose. Aujourd'hui, que ce soit sur les questions politiques, les questions géostratégiques, et même les questions de développement de l'Afrique. En saluant le top management d'Info TV et en vous saluant, vous, particulièrement pour votre qualité de prestation en tant que journaliste qu'on peut vanter aujourd'hui de représenter le Cameroun et même l'Afrique. Merci pour l'invitation. Merci également, docteur Mbok. Vous êtes acteur de la société civile. Vous êtes également un homme politique sans transition. Joseph-Marie Elundou, je vous accueille donc avec cette mise en bouche. Il s'agit de cette grogne de camionneurs au Cameroun. Pendant des jours, ça ne circulait pas. Alors, globalement, pourquoi les camionneurs étaient si énervés? Je veux m'excuser parce que je n'ai pas vraiment suivi le fond de cette grogne. Mais je pense que mon sentiment, quand je viens ce matin sur ce plateau, c'est que nous n'avons que des droits au Cameroun. Nous n'avons pas beaucoup de devoirs que nous nous imposons. C'est-à-dire, c'est une de nos fautes. C'est-à-dire, nous n'avons que des droits. Quand vous me parlez des camionneurs, c'est des gens qui, lorsqu'on me parle des camionneurs, je pense à la route. Tout à fait. Mais vous ne pouvez pas imaginer ce que... Moi, j'aimerais savoir quels sont ceux qui gèrent cette association ou ce syndicat pour qu'ils nous expliquent un certain nombre de choses sur la route. C'est les complices des forces de l'ordre sur la route. C'est-à-dire, c'est ces gens qui roulent n'importe comment, et la nuit, c'est horrible. Vous avez des gens qui ont des projecteurs à la place des phares. Tout à fait. Mais c'est quelque chose d'invivable. Quand vous devez prendre la route la nuit, en Yaoundé Douala et Yaoundé Bafoussam, vous rencontrez des... Je ne sais pas d'où ils sortent, ces gens-là. C'est des chauffeurs, c'est des gens formés. Il faut que, au-delà des droits, on revendique certainement, c'est pas moi, peut-être ceux qui ont suivi l'actualité ont peut-être des raisons de revendiquer. Mais ce que moi je mets en face de ça, c'est les devoirs, nos devoirs. C'est un monde qu'il faut organiser. Les roues de voiture ne sont jamais en bon état. Pourtant, c'est des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Vous avez des gens qui n'ont apparemment pas de permis de conduire. Moi, j'ai rencontré un camionneur borgne. Borgne? Borgne, oui, quelqu'un qui voyait d'un œil. Je n'ai rien contre ça. Wow. Mais quand quelqu'un ne voit que d'un œil, vous êtes d'accord avec moi qu'une partie de la route va lui échapper. Donc, je crois qu'il faut saisir l'occasion, lorsque certains citoyens revendiquent, tout en leur donnant la latitude de travailler pour que leur secteur soit mieux traité, mieux pris en compte par les pouvoirs publics, mais qu'on leur pose également, en ce moment-là, les responsabilités. Qui sont-ils, les syndicalistes? Comment gèrent-ils cette affaire? Est-ce qu'on peut avoir une campagne pour que nous aussi avons des petits véhicules qui n'ont pas cette puissance-là, que nous puissions occuper la chaussée et que nous roulions sans que nous soyons en danger à chaque minute. Joseph-Marie Elundou, lui, s'en prend plutôt camionneurs. Hein. Au moment, les camionneurs, ils avaient plutôt des revendications et des doléances. Tout est parti quand même de ce que certains ont appelé un abus d'un gendarme qui a giflé un camionneur. Et maintenant,
l'irréparable, entre guillemets, est arrivé, tout a été bloqué. Je vous passe la parole, Chantal Roger Thiele. Est-ce que c'est pas l'occasion quand même de continuer à rappeler que nous avons tous des droits et des devoirs? Pourquoi gifler un camionneur? Ce camionneur représente, à mon sens, l'ensemble des Camerounais. Cela vient s'ajouter à l'événement de Bafou qui ne vous a pas échappé, où un gendarme, c'était mercredi, a demandé 2000 francs à un chauffeur. Ce chauffeur a refusé. C'est viral dans la toile. Et il a percé les roues de la voiture avec son arme en plein jour. C'est cette sorte d'impunité, cette sorte de je vais faire, rien n'arrivera. C'est qu'il faut se méfier, qu'il faut corriger. Le camionneur part de Douala, très difficilement de Kribi pour les raisons que chacun sait. Pour N'Djamena, c'est une dorsale vitale pour l'économie du Cameroun et du Tchad, et pour le prestige même du Cameroun, qui héberge le pipeline et qui héberge ce tronçon qui est vital, capital pour la survie de certaines populations. Là-bas, il s'agit des produits pharmaceutiques, des produits de première nécessité, des produits de consommation. Et à défaut du grand tronçon ferroviaire qui devait lier le Cameroun au Tchad, c'est encore les camionneurs qui servent à pallier à ce manque. Alors même que des problèmes avaient été faits fermes qu'il y aura ce chemin de fer entre le Cameroun et le Tchad. Il me semble que la volonté ne dépendait pas seulement de la partie tchadienne, qui elle avait déjà pourvu au fond, d'après mes informations. Donc, les camionneurs ont sur le chemin que nous avons décompté, sans contrôle. Si vous calculez 1000 francs par camionneur, et si vous arrêtez sur le fait qu'un camionneur a 120 000 francs de salaire, c'est le taux qui a été arrêté par le syndicat. C'est le maire d'un Konsamba Premier qui en est le président des camionneurs. Donc le salaire minimum, c'est 120 000 francs par camionneur. Et que ces gens mettent un mois en chemin à cause de la route, à cause des contrôles intempestifs et de toutes ces tracasseries, il est difficilement acceptable qu'un monsieur se lève, toujours sans doute pour le fait de 1000 francs, mal perçu ou pas perçu, et décide de gifler un père de famille. Le monde est viral aujourd'hui. Le monde, c'est un petit carrefour. Le monde marche. Les intérêts se déplacent. Des gens ont filmé l'événement, ont envoyé l'événement à son épouse et à ses enfants. C'est la destruction du prestige d'un homme. On ne fait pas comme cela. Même dans une république bananière, la mienne n'est pas bananière, la vôtre. Il y a des choses à respecter. Par solidarité, à cause du seul ras-le-bol, les camionneurs ont décidé de faire entendre leur voix. Le gouverneur s'est déplacé et les camionneurs ont dit qu'ils ne voulaient avoir affaire qu'au ministre des Transports, qui leur a justement trop demandé, mon cher Joseph-Marie Elundou, qui a toujours demandé la correction en route, qui a toujours demandé la probité, qui a toujours demandé l'honnêteté, que donc maintenant ils sont giflés par les forces de l'ordre, par un gendarme. Le droit est précisément la tâche de protéger les autres. Le gendarme, voyez-vous, n'est pas le militaire, c'est pas le policier, c'est lui le procédurier, c'est lui qui protège, c'est lui qui écoute, c'est lui qui, je mets des guillemets, rend justice. Qui vous rappelle, je finis par là, qu'il fut un moment où des civils, les menus, les boxaient dans les camions, pardon de le dire comme ça, dans les bus, dans les bars à Yaoundé. Il a fallu une intervention vigoureuse du ministre Atangadi pour qu'on cesse de les bastonner. Ça veut dire que ce sont des êtres ordinaires en dehors de ces pistolets qui détiennent, qui sont le fruit de nos impôts. Je crois que ce coup-là, il faut dire non, que cela s'arrête et que des gens soient punis. Vous avez vu l'événement de Bafou où il revendique à haute voix 2000 francs. Il y en a un qui dit, tu ne m'as pas mis à l'école de gendarmerie. Si je n'ai pas 2000 francs, je ne prends pas. C'est grossier, c'est stupide et c'est analphabète. Merci Chantal Roger Thiele. Je vais passer la parole au professeur
Wanangini, professeur, le contexte au Cameroun, ce n'est un secret pour personne, est légèrement compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas des situations que nous pouvons quand même éviter? Bien, ce que l'on peut dire, c'est que le corridor Douala-Kousséri est un corridor qui est très important, non seulement pour l'économie des transports, mais pour l'économie nationale et l'économie de pays voisins enclavés, comme le Tchad et la République centrafricaine. Simplement, dans une partie de ce corridor, disons entre l'Est et l'extrême nord, il y a souvent eu beaucoup de problèmes de sécurité. Et ça fait que les barrages se sont multipliés. Mais l'un des effets pervers de ces barrages, c'est que les camionneurs se plaignent beaucoup de problèmes de corruption. C'est un problème récurrent sur cette partie du corridor. C'est ce qui est à la base donc, de ce mécontentement. Simplement, on remarque qu'il y a eu très clairement des formes d'exploitation politique de la situation. Parce que certains des camionneurs sont allés au-delà de revendications corporatistes pour évoquer des revendications ayant trait à la situation politique. Ce qui montre bien qu'il y a des forces qui essaient de profiter de la situation. Vous soupçonnez les forces tapis dans l'ombre à chaque instant? Elles ne sont même pas tapis dans l'ombre. Quand quelqu'un de manière très claire vous fait des revendications qui ont trait à ce qu'on a appelé la crise post-électorale, est-ce qu'il est tapis dans l'ombre quand il répond à une interview et il fait cela? Mais si le gendarme n'avait pas également giflé un camionneur, nous ne serons pas arrivés là. Oui, mais ça peut aussi être un prétexte. Vous savez que quand on cherche à faire feu de tout bois, quand on veut créer une crise, on se sert de tout ce qu'il est possible d'exploiter. Ça ne signifie pas qu'il n'y ait pas de problème, puisque je vous ai dit précisément que les camionneurs, qu'ils soient camerounais ou étrangers, se plaignent de problèmes de corruption sur ces axes. Il faut donc pouvoir distinguer les problèmes effectifs qu'il y a sur ce corridor-là. Il y a des problèmes de corruption, il y a des problèmes de qualité des infrastructures, puisqu'une bonne partie de ce corridor est très très dégradée. Et ça demanderait qu'il y ait une réhabilitation. Et là même, cette dégradation même a aussi eu des effets politiques. Parce que moi, j'étais dans la Damawa et j'ai même eu à circuler dans les rues. J'ai suivi un certain nombre de perceptions sur la manière dont les gens considéraient la dégradation des routes. Donc, les pouvoirs publics doivent être attentifs à tout cela, les problèmes entre guillemets ordinaires, mais aussi attentifs au risque de récupération et d'instrumentalisation de la situation. Merci, professeur Valère Bessala. Nous parlons là des corridors Douala-N'Djamena, Douala-Bangui, qui sont très importants. Nous n'allons pas le nier, très importants pour l'économie de la sous-région. Est-ce qu'il n'est pas temps, pour élargir le sujet, que les trois pays principalement concernés puissent une fois de plus s'asseoir? Quand je dis une fois de plus, parce que de temps en temps, ils se sont concertés ces pays, mais visiblement, parlant des camionneurs, il n'y a pas de solution. C'est toujours bloqué. Non, je ne crois pas que les trois pays doivent s'associer ou se réunir. Je crois que ça, c'est du passé. Il y a un seul pays qui dérange, c'est le Cameroun. Ah bon? C'est le Cameroun qui dérange, puisque c'est le pays de transit. Pour partir de Douala ou de Kribi pour la Centrafrique, ou alors pour le Tchad, N'Djamena. C'est le Cameroun qui dérange, parce que pays de transit qui n'arrive pas à maîtriser les opérations de police administrative. Parce que quand on parle d'un policier en route, un gendarme, et même parfois un militaire, parce qu'il y a des postes mixtes en cas d'urgence ou de nécessité, ce sont des opérations de police administrative. Et la police administrative a pour objectif principal le maintien de l'ordre. Maintien de l'ordre à titre préventif, c'est-à-dire qu'on assoit une information qui nous indique clairement qu'il y a des engences d'insécurité ou alors des éléments pouvant aboutir à l'insécurité qui pourraient circuler dans le corridor. Alors on administre un poste à un lieu ou sur une route, sur une coulée de route. Ou alors tout simplement parce que ce sont des activités de routine.
les activités de routine des forces de maintien de l'ordre. C'est-à-dire un poste qui peut être soit permanent, soit ponctuel, parfois saisonnier aussi, parce que pour parler les régions du Septentrion, par exemple, lorsque la saison sèche s'annonce, d'habitude, sur le terrain, on avait l'habitude de multiplier les postes parce que les maillots, c'est-à-dire les rivières tarissant, on peut aller tous azimuts partout et arriver n'importe où, n'importe comment. Donc ça peut arriver. Donc il y a des opérations de police administrative donc préventives. Et il y a aussi la police administrative curative. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a quelque chose et alors on poste des éléments, on piège l'affaire et on l'attrape. Alors le tout ici n'est pas l'opération de police administrative elle-même. Le tout c'est l'attitude du policier. Quand je dis le policier, ça veut dire qu'il peut être gendarme, tout à fait, ou alors tout simplement policier de fonction ou de statut. C'est-à-dire celui qui est censé en fait prévenir le désordre, prévenir l'insécurité, ou alors la curer. Alors, allons-y, si vous parlez du corridor, je crois que Douala, N'Djamena, on est autour de 1450 km. Quand vous faites 1450 km, ils ont plus de 100, hein, parce que René Tuile le disait tout à l'heure, c'est plus de 120 postes. Plus de 120 postes. Alors, c'est une opération, c'est une activité qui m'est arrivé quand même de connaître un peu sur le terrain. Et là, je vous parlais d'une anecdote. Alors, nous sommes en plein Boko Haram, je crois que je suis préfet adjoint à Maroua. Et il s'avère que le ministre des Transports et le ministre des Travaux décident de signer une circulaire pour la protection du patrimoine routier. On s'était rendu compte que les camions en surcharge régulière et tout, voilà, alors il faut absolument mutuer le contrôle. Alors on écrit au préfet, et moi j'assure l'intérim, et j'appelle le commandant de compagnie, je lui dis, bon voilà, c'est ce qu'on va faire, j'appelle le délégué des transports et des travaux publics, je dis, bon voilà, opération spéciale. Alors moi j'avais le signalement par exemple qu'il y avait des camions qui venaient des Mac américains, si vous connaissez les camions Mac américains, extrêmement surchargés, qui venaient du Nigeria et d'autres du Tchad, qui confluaient vers Maroua, pour aller sur Garoua et repartir vers le Nigeria. C'était une affaire très curieuse. Alors, pour vous dire que j'ai eu ce genre d'opération sur le terrain où des gens abîment le patrimoine routier. L'aîné en parlait tout à l'heure, avec des surcharges. Des surcharges. Je vais encore vous donner une autre opération. Ça, je parle d'expérience. Je parle d'expérience. Toujours au même poste. Et là, j'en viens dans votre sujet. Où le président du syndicat des transporteurs, des camionneurs du Septentrion, décide, parce qu'en plein Boko Haram, ils se rendent compte qu'on avait fermé les frontières du Cameroun. Alors, il était interdit de convoyer, des produits vivriers hors de nos frontières, puisqu'il fallait en ce moment les préserver, ainsi de suite. Et puis la route Maroua-Dabanga-Kousseri était très compliquée. Alors, nos forces de maintien de l'ordre, notamment policiers et gendarmes, se sont arrangés à lever les enchères sur tous les postes. Ah bon? C'est-à-dire qu'un mec qui partait de Garoua pour Kousseri rencontrait environ une soixantaine de postes. Garoua-Kousseri? Oui, je dis bien Garoua-Kousseri, une soixantaine de postes. Et à chaque poste, il ne donnait pas moins de 15 000 francs. Incroyable. Parce que vous parlez de 1000 francs, non. Au camion, 1000 francs, c'est la gnogno des motocyclistes ou des taxis ou des clandos. C'est 15 à 20 000, qu'on ne trompe pas. Alors, pour expérimenter, étant président du syndicat, qu'est-ce qu'il fait? Il affrète 5 camions. Il a acheté 5 camions neufs. Tout papier compris. C'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas de dérangement, puisque vous avez dit que le policier regarde les papiers et puis il vous laisse passer. Alors à chaque fois, je vous dis à chaque fois, dans la région du Nord, qu'il fallait traverser un poste, il fallait payer. Et pour ma petite histoire, je vais abréger. J'ai dû intervenir dans ma circonscription jusqu'à dans le Mayo Sava. Et mes collègues du Mayo Sava et Kousseri sont arrivés là-bas. Je vous épargne tout ce qui a entouré cette affaire. Pour vous dire que voilà comment ces gens souffrent. Et pour quel genre de route? Parce qu'en fait, ce sont des pistes, des pistes rurales que nous avons. Imaginez pour une route comme celle-là, qui dessert à la fois au moins 2 grands pays, et je vais même encore mettre derrière le Tchad le Soudan. Derrière le Tchad le Soudan. Je vais mettre encore à côté du Tchad le Niger. Je vais mettre ici en dessous même le Congo, l'autre partie du Congo forestier. Vous voyez, pour une route comme celle-là. Donc nous avons ces sérieuses difficultés, c'est le Cameroun qui est en fait le véritable problème. Alors, si vous parlez des opérations de police administrative, je pense qu'il s'agit en fait de ramener nos forces de maintien de l'ordre à l'ordre. Parce qu'en fait... On doit amener les forces de maintien de l'ordre à l'ordre. À l'ordre, parce qu'en fait, il s'agit d'un désordre orchestré par ces forces-là. On va chuter. Mais généralement, on dit la troupe, le poisson pourrit par la tête. Si la troupe est désordonnée, c'est que le chef lui-même il est désordonné, il ne comprend pas grand-chose. Là, nous parlons de la gendarmerie.
Et nous avons quand même un secrétaire d'État en charge de la gendarmerie. M. Galax et Toga. Qui justement n'a pas fait ses classes. Parce que moi, j'aime toujours le dire. Et nous avons parlé parce qu'il ne faut pas seulement jeter l'opprobre sur les autres comme il a prononcé un nom là, mon voisin, un nom là tout à l'heure, le ministre de la mission territoriale, les autres. Non, lui aussi n'a pas fait ses classes. Il faut faire... Non, je dis bien qu'il n'a pas fait ses classes. Non, les classes sont connues. C'est-à-dire que vous avez commencé au bas de l'échelle, vous avez vu des réalités, vous avez évolué. Mais vous ne pouvez pas avoir été parachuté comme ça. Et qui plus est, un ministère aussi important que celui-là. Parce que ce n'est pas le ministère des Affaires sociales. Je n'ai rien contre le ministère, je ne dis pas qu'il est négligeable. Ou le ministère de la Femme et de la Famille, qui pour moi d'ailleurs sont inutiles. Ou le ministère de la Jeunesse. C'est excessif, ça. Mais je dis que quand vous arrivez à un ministère comme cela, de femmes et des jeunes. La preuve, c'est que, je vous le dis encore, nous avons un sujet tout à l'heure que nous allons aborder sur le décès d'un aîné. Tout à fait. Voilà encore, parce que je vais encore vous apporter la preuve que c'est un monsieur qui n'est pas à sa place. Parce que le véritable souci aujourd'hui, c'est que si vous maîtrisez le métier, pour maîtriser les forces de maintien de l'ordre, il faut avoir travaillé soit dans cet environnement-là, soit dans une autre administration qui vous a mis pratiquement à proximité et à connexité avec ce genre de règlement. Merci. Donc je voudrais dire et sortir que les opérations de police administrative doivent être des opérations qui doivent être confiées généralement aux autorités administratives sur le terrain. Mais vous allez donc vous rendre compte qu'il y a des postes parfois dont le sous-préfet n'est même pas au courant. Le préfet n'est pas au courant. C'est-à-dire le commandant de compagnie se lève et il dit, bon voilà, je place un poste à tel niveau parce que beaucoup ont des cotisations. Vous savez ça? Ah oui, moi je vais vous dire sur le terrain. Non, monsieur Pafa, ici, vraiment, vous avez posé ce sujet. Être à jour de ces cotisations, il faut multiplier les postes. Vous avez posé ce sujet. Je veux vous dire comment ça se passe. Permettez-moi. Sur le terrain, je parle aussi d'expérience. Vous vous rendez compte que vous avez votre commandant de compagnie. Oui. Vous savez par exemple qu'il y a 3 postes permanents sur un corridor. Mais on va vous dire par exemple qu'en semaine, selon vos enquêtes, vous vous rendez compte qu'il y en a 6. C'est-à-dire qu'il a dédoublé. Pourquoi? Parce que l'élément, quand vous le saisissez, parce qu'on le faisait régulièrement, vous faites une question, vous faites venir un gendarme, vous dites qu'est-ce que vous faites là? Parce que vous faites le tour, vous-même le préfet, le sous-préfet, qu'est-ce que vous faites là? Non, c'est le chef qui nous a envoyé. Alors, quand vous menez vos enquêtes, par le spécial, qui est généralement un policier, parce que pour avoir l'information d'un gendarme, il faut passer par le policier. Pour avoir l'information d'un policier, il faut passer par un gendarme, parce qu'ils n'aiment pas beaucoup. Mais généralement, l'information, c'est comme ça qu'on la tient. Alors, il va vous rendre compte que le policier va vous dire, le chef nous a donné comment dire, ils ont un montant journalier, un quota, merci beaucoup, un quota. On vous dit que par policier ou par gendarme, voilà, il faut tant. Si vous ne l'avez pas, au bout d'un ou 2 jours, il vous envoie plus sur le terrain. Donc, ça, là, vous êtes sérieux, là? Vous allez donc vous rendre compte que le monsieur sera donc sur le terrain et va faire ce qu'il a fait. C'est-à-dire que gifler un honnête citoyen. Pour que l'argent sorte. Bien sûr, pour que l'argent sorte. Parce que pour lui, un camion vu, c'est une espèce sonnante et trébuchante qui tombe dans ses poches. Vous comprenez? Donc il ne veut pas savoir si vous avez des papiers ou pas. Tout ce qu'il attend, c'est que vous-même vous fassiez le geste qui compte. La preuve, c'est pour nous poser les questions. Je pense que c'est souvent aussi viral. Comment expliquez-vous qu'un individu arrive à un poste, il a tous ses papiers, mais il prend quand même un billet de 1000 francs ou de 2000, il glisse dans le dossier et il donne systématiquement. Vous ne posez pas de questions. Parce que c'est cela. Et monsieur Tutel vous a dit tout à l'heure, vous bafou. Le gars vous dit, je ne veux rien entendre. Soit vous donnez, soit vous ne passez pas. 2000, vous comprenez? Et parfois même, il vous exige le type de billet à lui donner. Donc voilà les véritables réalités, monsieur Aïssi. Pour dire en fait que, dédouanons-le aussi, parce qu'il faut être juste en tout temps. Il souffre aussi comme tout le monde. C'est-à-dire le policier, comme le gendarme, ils vivent dans nos quartiers. Parfois, les grands salaires, ils n'en ont pas. Très bien. Je m'amuse souvent à dire que vous voyez le petit gendarme qui va là. Parfois, son salaire, c'est 80 000. 80 000, 95 000, 90 000. Donc, généralement, sur le terrain, ils veulent trouver des moyens pour pouvoir s'en sortir. Comme d'ailleurs tous les Camerounais qui donnent du doigt à la corruption partout. Maître Thierry Atangana, Valeb Sala a été éclairant au niveau de ces corridors. Et c'est la partie camerounaise qui fait problème. Alors, il a essayé d'énumérer un certain nombre de faits, parce qu'il parle là d'expérience. Alors, que devons-nous faire pour que nous ayons des corridors un peu plus nettoyés et que nous puissions éviter ce qui est arrivé ces derniers jours où la route a été bloquée par les camionneurs? Monsieur Parfa, ici, permettez-moi déjà de revenir d'abord sur les causes. Parce que tout part d'un incident du poste de gendarmerie de Diallo, où il y aurait eu une altercation entre un transporteur et un gendarme. Sur les faits, je ne sais pas s'il y a une gifle, mais c'est ça qui crée le problème. Lorsque les autorités interviennent à chaud, parce que c'est le préfet qui arrive en premier, les personnes, transporteurs qui sont là, opposent 2 arguments, 2 frustrations.
La première, c'est les tracasseries dont ils sont victimes, dont ils seraient victimes. La deuxième, c'est l'absence de collaboration entre les gendarmes et les policiers. Si on s'en tenait à ces deux éléments, on pourrait croire que cet incident pourrait avoir un caractère licite. Mais le temps va passer. Et une surenchère et un chantage qui interviennent. Comme M. nous disait tout à l'heure, parce que malheureusement, on évoque toujours les droits, mais on oublie les devoirs. Donc, je suis ravi de ce que cette situation a trouvé une solution, mais je pense que le gouvernement et les transporteurs devraient, en toute humilité, comme vous l'avez soulevé tantôt, revenir sur les dispositions des conventions collectives qui ont été signées entre différents acteurs. Parce que si vous revenez par exemple à la réunion de mars 2022, où une convention collective, dans le cas des choses, avait été aussi signée, et que tous ces acteurs, le ministère des Transports, l'éducation générale nationale, le CED, c'est toutes les parties et les différents syndicalistes avaient respecté cette clause, on n'en serait pas là. Maintenant, pour ce qui est des revendications licites, à mon sens, les tracasseries policières, l'absence de collaboration, il faut dire que il serait assez maladroit aujourd'hui de donner satisfaction à l'une d'entre elles. La première, le retrait des postes de gendarmerie. Je suis plutôt, monsieur Valère qui parle de discipliner davantage les OPJ, gendarmes politiques qui sont sur le terrain. Parce que malheureusement, si un temps soit peu, chacun s'arrangerait à faire son travail, rien que son travail, sans nécessairement verser donc ces actes de corruption, on n'en serait pas là. Donc pour ma part, il y a lieu, n'est-ce pas, d'interpeller les uns les autres un peu plus de discipline. Quand j'ai dit cela, je voudrais revenir sur le propos de M. Valère Bessala qui... à quel niveau? M. Valère Bessala qui a pensait que le secteur d'État de la Défense, on n'aurait pas fait ses classes et il serait comptable de ce qui est arrivé à Diallo. Je dis, mon avis est celui-ci. Certes, il est le patron de la gendarmerie nationale. Oui. Maintenant, le problème se poserait si un temps soit peu. Les faits reconstitués sont avérés, le gendarme en question n'est pas sanctionné. Parce que vous savez que au-delà des solutions politiques qu'on apporte à des situations comme celle-là, après, il y a des sanctions qui en suivent. Donc, je trouve un peu léger que sur un incident isolé comme celui-ci, quoi qu'il ait eu un impact considérable sur notre économie. Parce que je fêtais, je consultais avec un confrère ce matin qui disait, mais en fait, au-delà de la grève, maintenant, les propriétaires des cargaisons qui ont été mobilisés, on nous a dit que beaucoup ont perdu. De toutes les façons, les manques à gagner sont énormes. Hein. Extrêmement énormes. Extrêmement énormes. Je crois que on se réjouit, n'est-ce pas, de cette sortie de crise, mais vivement qu'à l'avenir, les uns et les autres soient plus professionnels. Merci, maître. Docteur Mbok, que devons-nous faire? Quelqu'un doit payer? Quelqu'un doit payer, certainement. Après avoir suivi les points de vue, alors les analyses des uns et des autres, je vais simplement rappeler que partant de Japoma à Kousseri, il y a 94 points de contrôle permanents. 94, qui sont clairement identifiés. Permanents. Permanents. Comme, maintenant, Valère nous a dit que certains chefs de gendarmerie de police écrivent également leur contrôle. Il y a donc 94 points permanents, plus une trentaine de points qui sont donc créés. Donc je rejoins parfaitement ce que le président Valère Bessala a expliqué tout à l'heure. Et à ce niveau, il y a 2 ans, comme maître le disait, lors de la concertation, il était question quand même de répondre à certaines questions. Pourquoi il y a autant de points de contrôle? Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut faire? Et le professeur Ounan Guiné l'a dit, la question sécuritaire est revenue sur la table. Donc les points ne peuvent pas être retirés.
ce qu'on a fait à ce moment... Ce serait aussi un énorme risque. Oui, ce qu'on a fait à ce moment, c'est qu'on a diminué le nombre de postes, parce qu'il y avait plus de 94 en ce moment-là. On a diminué le nombre de postes de contrôle. Et puis, la revendication aujourd'hui des camionneurs, c'était qu'au sortir de Douala ou des Kribi, il y a un document d'authentification qu'on devait leur donner pour certifier le type de marchandises qu'il y a dans leur camion, de manière à ce que les gendarmes ne soient pas tout le temps en train de trouver le prétexte de « on va fouiller ce qu'il y a dans votre camion, on veut se rassurer qu'il n'y a pas d'armes, et ainsi de suite ». Donc ce document n'est jamais... Pour que ça circule un peu plus vite. Que ça circule un peu plus vite, parce qu'on a parlé de l'état de la route, on a parlé du temps perdu, parce que c'est beaucoup de temps. On a parlé même des raisons parfois... Et ça crée même des embouteillages sur la voie publique. Très bien. Vous avez à un moment donné 50 camions qui sont alignés pour un contrôle. Effectivement. Et de l'autre côté, les gendarmes avaient cette facilité de revenir sur la question de l'état de ces véhicules-là, de l'état de ces camions. Parce que même quand vous avez tous les papiers, vous avez tous les documents, il y a toujours une raison de vous dire il y a un pot de phare qui est cassé, il y a tel pan de véhicule qui ne va pas bien, il y a la visite qu'il n'y a pas, ainsi de suite. Donc, à ce niveau, quand aujourd'hui les camionneurs s'énervent et profitent de cet incident de violence pour rappeler qu'ils sont toujours, après 2 ans, dans l'attente de ce document qui leur permet de circuler librement. Parce que le document n'est toujours pas venu. C'est pour ça qu'ils veulent que le ministre des Transports vienne régler le problème. Parce qu'il était celui qui avait pris sur lui de rendre ce document disponible. Parce qu'il fallait définir à quoi il va ressembler, qu'est-ce qu'il va contenir et comment donc l'authentifier. Il faut simplement dire ici, aujourd'hui, et une fois de plus, je suis d'accord avec Valère Bessala sur le fait que le problème reste dans le Cameroun. C'est-à-dire que si on ne règle pas ce problème en interne, on risque de voir la menace du Tchad, qui avait déjà signé avec la Guinée équatoriale, revenir sur la table. Parce qu'il est hors de question que on laisse les policiers et les gendarmes faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, et la preuve c'est qu'on a des violences qui peuvent intervenir. Disait, ils s'en foutent, c'est-à-dire que quand ils posent un acte, c'est un peu comme pour dire qu'est-ce qu'on va nous faire. Il n'y a pas de coercition, il n'y a pas de sanction à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, qui doit payer? Il faut déjà que le ministre du Transport se dépêche, j'ai envie de dire comme ça, de sortir ce document qui va rassurer les camionneurs. Et de l'autre côté, il faut qu'on crée un cadre de, j'ai envie de dire comme ça, d'interpellation, d'une intervention immédiate en cas de contrôle ou d'abus d'un gendarme ou d'un policier sur un poste de contrôle. Parce que ces postes sont identifiés, ils sont connus. Donc, un camionneur qui se plaint, par exemple à Japoma, il doit pouvoir avoir un numéro, un moyen d'appeler une autorité au-dessus du gendarme ou du policier pour résoudre le problème. Donc, qui doit payer? C'est le Cameroun qui doit payer. Comment? C'est un travail qui doit se faire en interne entre la gendarmerie et la police. Bon, je ne vais pas être dur comme Valère Bessala sur le 7 pour dire qu'il n'a pas fait ses classes. Parce que même in situ, on peut faire ses classes. Donc, aujourd'hui, il est question pour moi que ces autorités comprennent bien qu'on parle là de pratiquement 20% de notre PIB qui est dans sur ce corridor. Au niveau de l'économie, c'est quand même suffisamment important. On parle des relations avec ces pays autour de nous qui continuent de se plaindre de ce que le Cameroun se comporte un peu comme un État voyou. Parce que tout le monde se plaint, on pose le problème sur la table, mais on refuse parfois délibérément de résoudre ce problème de manière pointue, de manière ponctuelle. Aujourd'hui, les camionneurs demandent que ce document sorte. Aujourd'hui, les camionneurs demandent que les pouvoirs publics, j'aime dire comme ça, préfets, sous-préfets, gouverneurs, les respectent davantage. Parce que quand ils ont un problème et qu'ils vont vers ces services-là, ils ne sont pas toujours reçus. C'est compris. Il y a Valère qui veut reprendre la parole. Hein. Je présume que c'est pour retirer votre expression selon laquelle le CED n'a pas fait ses classes, c'est ça? Ah non, moi je la maintiens. Quand on est dans un pays normal, peut-être que les gens qui sont derrière le téléphone ne se rendent pas compte de ce qui s'est passé à Minganga. L'économie a été bloquée. Hein. Oui. Tout à fait. C'est-à-dire 3 régions, c'est-à-dire, je dis, asphyxiées. Après l'Est là, les 3 autres régions, jusqu'au Tchad là, ont été complètement bloquées, y compris là, le Tchad et la Centrafrique. Malheureusement. Dans un pays normal, le ministre doit démissionner. Dans un pays normal, c'est-à-dire que vous avez bloqué l'économie, fait perdre des milliards
à l'État à cause d'un malheureux incident d'un gendarme qui n'a pas su garder les rangs. C'est-à-dire du ministre au collégion, parce qu'on commence par le collégion, au commandant de la légion de gendarmerie, le commandant de compagnie, et s'il y avait la brigade impliquée, tout le monde, allez, on vous nettoie. Dans un pays normal, mais là n'est plus le souci. Je comprends que d'autres trouvent que j'ai été excessif. Mais on n'est pas dans un pays normal, c'est normal qu'ils trouvent que j'ai été excessif. Mais je vais dire une chose, c'est qu'on n'a même pas besoin, Dr Mbok, du document. Même si vous leur donnez le document du ministre des Transports, les gars n'en ont que cirer. C'est ça, en fait. Ils feront rien de ça. Je vous dis, on a un meilleur service actuellement. On a un meilleur service, un très bon service, la douane. La douane a rationalisé le circuit des marchandises sur tout notre corridor. Ils ont le GPS. Ouais. Vous partez du port, vous avez le GPS. Vous dites que c'est la marchandise du Tchad, elle va au Tchad. Ils n'ont pas besoin de placer des gens derrière vous. Ils suivent simplement à partir du GPS. Checkpoint, vous vous êtes arrêté à tel endroit, vous êtes arrêté à tel endroit. Et lors des pesages, on voit est-ce que le poids, le tonnage a changé, ainsi de suite, vous justifiez. Et on arrive au Tchad, à la fin, on fait un compte check et on se rend compte que la marchandise est là. C'est bon. Voilà. Vous voyez donc, ce n'est pas une affaire de papier, ils n'en ont que foutre. La gendarmerie aujourd'hui devrait s'arrimer à ce vent de modernité. C'est-à-dire que, dites-moi, à quoi sert même un peuple? Moi, j'ai souvent, sur le terrain, je parle tout d'expérience. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je demande parfois aux policiers, aux gendarmes, attendez, quand vous dites que vous comprenez quoi? Voilà. Parce que nous, on a, comme autorité administrative, des signalements. Trafic de drogue, trafic d'armes, trafic de ceci. Quand vous venez, vous regardez les pièces de quelqu'un, vous feuilletez, vous guidez 1000 francs, vous lui donnez, alors qu'il a des armes sur le pont. Ils créent même des boîtes à outils où lui, il a des kilogrammes de cannabis qu'il transporte. Parce que tous ces camionneurs-là, quand vous voyez le trafic de drogue et tout ça qui vient du Soudan, de la Libye, de ceci, c'est eux, hein. C'est eux qui transportent. Nous, on est même arrivé à des choses où vous arrivez des camionneurs, des armes dans les ponts, parce qu'ils ont une habitude, c'est que quand ils achètent un camion, c'est-à-dire les plateaux là, ils les amènent à Douala, je pense que c'est une entreprise Cométal, ils les refont à la dimension de leurs ambitions. Vous allez voir qu'un plateau est parfois plus long. On l'achète sur le blanc, il est plus court, mais il devient plus long ici. Ils refont au chaînage. Parfois, on a des camions de 30 roues, hein, carrément. Et donc, le gars, il vous travaille cette affaire. Le policier qui vient là, il regarde le papier, alors qu'il y a des armes, il y a la drogue, il y a ceci. Vous voyez donc, le gendarme, le chef des gendarmes, qu'est-ce qu'il fait? Tout ce qui l'intéresse, c'est l'épée. Comment vous appelez ça? Ces histoires de... on filme les gens au bord de la route là, et on voit l'excès des vitesses. Ainsi de suite, vous voyez les radars. Alors qu'on devrait plutôt utiliser aussi ces radars là, qui sont un peu comme des scanners. Quand un camion vient au checkpoint, le gars, il doit avoir son scanner, la machine scanne le camion et voit effectivement qu'il y a une matière comme dans les aéroports. Tout à fait. Pour ceux qui voyagent, on n'a pas besoin de vous dire, ouvrez votre valise, enlevez ceci. On passe juste la machine et on se rend compte qu'attention, il y a quelque chose là, la machine est en train de... Parfois, d'autres ont des chiens, d'autres ont des chiens pour renifler, par exemple, la drogue. Vous comprenez? Alors, vous voyez donc il y a un problème, il y a donc un problème avec ces gens-là. Il est de ces camionneurs en plus léger que comme de ceux qui nous contrôlent tous les soirs, pour ceux qui ne détestent pas la Guinness comme moi, au bar qui s'arrête et c'est le barman qui court avec 1000 francs à lui donner. Dans le cas Yaoundé 6, il y a quelquefois 15 contrôles en une seule soirée. Donc quelques-uns viennent même à bord d'une moto, à obligation pour celui qui a le bar ouvert jusqu'à minuit. Vous voyez les risques pour la sécurité au Cameroun, de donner ces 1000 francs pour ne pas être scellé. Donc moi je vais achever pour dire que il faudrait plutôt que le secrétaire d'État, puisque vous dites qu'il est compétent, qu'il mette les fonds dont il dispose justement pour ces gens-là, qu'on les forme, qu'ils forment d'abord ces éléments pour ces contrôles-là et qu'ils leur donnent du matériel. Au lieu de flasher au bord de la route, c'est bien, c'est déjà bien de flasher les excès de vitesse, mais il faut flasher ces camions-là pour que les éléments insécures, on puisse mettre la main dessus. Et je vais donc dire que Dr Mbok, il a bien soulevé l'affaire. Le Tchad n'est plus au niveau d'essayer. Hein. Non. Le Tchad, il est en train de voir le Congo comment sortir une route à l'arrière pour contourner le Cameroun. Et suite aux affaires du pipeline, les affaires Savannah et ces affaires de merci. Hein. Ce n'était qu'une mise en bouche, hein, très cher panéliste. Je vois tout le monde qui lève le doigt là, je suis désolé. Moi, j'ai un problème de temps. Vraiment, vous aurez exactement 1 minute, monsieur Lundu, et 1 minute pour le professeur. Moi, je suis très heureux de la chute de ça, là, parce qu'effectivement, on est souvent des procureurs. Hein. Nous avons un problème d'archaïsme. En fait, le problème que vous voyez là, c'est les archaïsmes du système de gestion. Et lorsque Bessala parle de l'Inde, de ce qu'on peut appeler peut-être sans forcer, il n'a pas fait ses classes, en fait, on devrait quand même aussi interroger la tête d'une institution. Ici,
il faut numériser. C'est-à-dire, on ne peut plus... Si vous restez à la tête d'une structure qui s'embourbe, le problème, tout ce qu'on cite là, c'est depuis 30 ans. Ouais. Ce n'est pas des problèmes, nous avons débattu depuis longtemps. Il y a un problème de modernisation, donc de qualité du leadership. Leadership arrimé à la nouvelle Si économie. l'on modernise un peu trop, n'avez-vous pas l'impression qu'il y en a qui vont perdre leurs avantages sur la route? Mais regardez ce qui se passe avec les postes Nous avons le de péage. cas de péage, on peut Voilà. légèrement en Donc, parler. le péage automatique, apparemment c'est bloqué. En fait, vous ne plaidez pas pour qu'il continue à Pas du tout. Bon, voilà. Je dis que nous sommes d'accord que le Cameroun a ce problème. C'est que nous avons des leaders qui ne sont pas arrimés à la nouvelle économie. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est une forme d'incompétence. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être là un poste pendant 10-15 ans. On pose les mêmes problèmes. Et rien n'est fait. Alors, si vous passez 2 fois devant le même arbre, en vous promenant en forêt, vous êtes perdu. Sachez que vous êtes perdu. Professeur Owenangini, un ajout. Sur 2 points, décidément, je vois que M. Bessala a un problème avec le CED. C'est que je ne crois pas. Bon, mais passons. Bon, il y a effectivement la nécessité de consolider les procédures de contrôle. Et pour ça, on a besoin de la modernisation. Mais ici, on va se heurter à des inerties de corps. Ce n'est pas un simple problème de leader, c'est un problème de corps. Ouais. Les corps ont développé des pratiques et résistent à ce type de modernisation. Ça, c'est deux. Mais je reviens sur l'élément politique. Oui. Les forces de maintien de l'ordre ont plus ou moins dégagé la voie pour rendre possible le conflit. Vous savez l'effet réactif qu'il y a. Il y a maintenant sabotage sur la ligne ferroviaire, où on voit qu'en réalité, c'est quelque chose qui est politique. Il y a des forces qui sont déterminées à créer une crise d'articulation entre le nord et le sud du Cameroun. Et je dis aux Camerounais, encore une fois, il faut faire extrêmement attention. Ce type de jeu d'apprentis sorciers, c'est facile de les commencer. Mais quand les effets pervers vont arriver, vous serez encore les premiers à vous plaindre. Voilà. Vous êtes en direct sur Info TV. Vous faites bien d'écouter votre programme dominical Libre Expression. Nous marquons une touche pause.